n'utiliserai jamais Spotify. Quelqu'un voulait me montrer une chanson à travers son téléphone et j'ai dit, est-ce que tu utilises Spotify maintenant? Il a dit oui. Je n'écoute pas. Je ne veux pas qu'il le fasse pour moi, qu'il rende sa liberté pour moi, pour me plaire. Non, je ne dois pas le faire. Mais aussi, les produits de santé personnelle fliquent les utilisateurs. Le Fitbit transmet les données personnelles à l'entreprise qui offre de les vendre à l'utilisateur. Voici le logiciel privateur. Mais ils font d'autres mauvaises choses. Par exemple, il y a la fonctionnalité de ne pas fonctionner, de refuser de faire ce que l'utilisateur voudrait faire. Par exemple, et ça s'appelle en anglais Digital Restrictions Management ou DRM. Digital Restrictions Management parce que c'est conçu exprès pour imposer des restrictions à l'utilisateur pour qu'il ne puisse pas faire ce que le propriétaire sait très bien que l'utilisateur voudra faire. Et voici l'infâme Blu-ray, le rayon bleu qui attaque les utilisateurs quand ils veulent faire des copies. Le DRM devrait être un délit. Fabriquer ou vendre des produits avec DRM devrait être un délit, juste comme fabriquer des produits qui fliquent l'utilisateur. Et il ne suffit pas d'ajouter l'exception si l'utilisateur ne l'autorise pas, parce qu'il est facile de leur faire autoriser quoi que ce soit. Les utilisateurs d'habitude disent oui à quoi que ce soit. Donc, seulement exiger de leur demander l'autorisation ne suffit pas. De mettre ces fonctionnalités dans le produit devrait être un délit. Et si l'utilisateur veut vraiment transmettre des données personnelles à quelque entreprise, il a des programmes pour les transmettre. Il peut démontrer sa volonté en exécutant le commande de transmettre ces données-là, s'il veut vraiment. Mais ces menottes numériques se trouvent dans beaucoup de programmes privateurs. Beaucoup de systèmes d'exploitation portent la base pour les menottes numériques des applications. Windows, Mac OS, les iThings, bien sûr. Et ils pensent même le mettre dans le système GNU et Linux. Mais pas nous. Le swindle d'Amazon porte des menottes numériques pour l'utilisateur aussi et Flash Player. Mais il y a aussi les portes dérobées des fonctionnalités pour attaquer l'utilisateur. Voici le swindle d'Amazon qui contient une porte dérobée pour supprimer à distance le livre. Nous le savons par l'observation parce qu'en 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires d'un livre et c'est dans un acte orwellien. Et c'était quel livre? C'était 1984 de George Orwell. Suite à beaucoup de critiques, Amazon a dit qu'il ne le ferait jamais plus, sauf sous ordre de l'État. Si tu as lu 1984, cette promesse n'est pas très réconfortante. Mais
elle n'était pas vraiment une promesse. Amazon l'a dit, mais a menti. Et donc, quelques ans plus tard, Amazon a recommencé la pratique de supprimer les livres à distance, arbitrairement, même sans ordre de l'État. Des portes dérobées se trouvent dans d'autres produits. Par exemple, les iThings contiennent une porte dérobée pour supprimer des applications, et Android aussi. Android contient des composants libres et des composants privateurs. Un des composants privateurs est Google Play, le programme pour accès aux services de Google, y compris la boutique aux applications de Google, et c'est un programme privateur avec une porte dérobée. Il y a aussi la censure. Apple est le pionnier de la censure des applications. L'iPhone était le premier ordinateur fabriqué pour imposer la censure des applications. L'utilisateur ne pouvait pas librement installer les programmes de son choix. Il était limité aux programmes approuvés par Apple. Et voici donc l'injustice. Ça aussi devrait être un délit de fabriquer des ordinateurs comme ça. Mais il n'est pas un délit, malheureusement. Et plus tard, Microsoft a suivi le chemin d'Apple et a imposé cette censure dans les ordinateurs mobiles de Microsoft. Mais quand les utilisateurs ont trouvé des trucs pour contourner la censure d'Apple, ils l'appelaient jailbreak, reconnaissant que cet ordinateur était conçu comme prison pour l'utilisateur. Et c'est notre expression pour les ordinateurs qui imposent telles restrictions. Nous les appelons des jails, des prisons. Il y a aussi les portes dérobées universelles, c'est-à-dire que la porte dérobée permet l'installation à distance forcée de changement du logiciel. N'importe quel changement, normalement, peut être installé, imposé à distance. Et comme ça, cette porte dérobée est universelle parce que celui qui garde le secret de l'utiliser peut faire n'importe quoi au pauvre utilisateur victime. Les utilisateurs d'un tel produit sont directement au merci du propriétaire. Par exemple, Windows contient une porte dérobée universelle depuis au moins Windows XP. Sa présence a été démontrée dans Windows XP. Microsoft ne l'admettait pas, mais nous savons. Et plus tard, dans Windows 10, Microsoft a annoncé la présence d'une porte dérobée universelle. Ça démontre comment les standards éthiques tombent. Il y a aussi une porte dérobée universelle dans le swindle d'Amazon et dans presque tous les téléphones portables. À travers cette porte dérobée universelle, ils convertissent des téléphones portables en dispositifs d'écoute, qui écoutent tout le temps et transmettent toute la conversation qu'ils entendent. Et pas besoin de parler direct au micro parce que le téléphone a la fonctionnalité de speakerphone et peut l'utiliser n'importe comment, n'importe quand.
tout le temps. Donc, ils écoutent toute la conversation dans la chambre. Et si tu penses récupérer ta vie privée en éteignant le téléphone, il fait semblant de s'éteindre pendant qu'il continue de fonctionner, d'écouter, de transmettre. Mais la seule manière de l'éviter est d'enlever toutes les piles, toutes les batteries, y compris la petite batterie qui ne s'enlève pas. Donc, c'est un produit qui flique les mouvements du porteur et peut l'écouter tout le temps. Pour moi, c'est le rêve de Staline. Quand j'ai su ça, heureusement, fortunément, je n'avais pas encore de téléphone portable. Et en sachant tout ça, en me disant, voici le rêve de Staline, j'ai décidé de ne pas le porter. Pour n'importe quel but, n'importe quelle commodité, je refuse de porter un téléphone portable. Ni même pour un jour, parce que c'est mon devoir de citoyen. Ce flicage menace même la démocratie même. Regardez gnu.org/philosophy/surveillance vs democracy.html. Pourquoi un si haut niveau de flicage général menace la démocratie? Nous avons beaucoup plus de flicage que l'Union soviétique n'avait. Donc il faut réduire ce niveau et c'est le devoir de chacun de résister le flicage général. Et il ne s'agit pas de garder un secret important dans où je vais aujourd'hui. Normalement, ce m'est égal que quelqu'un sache où je vais aujourd'hui. Mais je sais que si tu attends le jour où tu as un secret important pour lutter contre le flicage total, ce sera trop tard. Chacun luttera séparément. Nous devons lutter maintenant. Donc, lisez cet article. Et donc, Android, dans Google Play, a une porte dérobée pour forcer l'installation d'une application. Google peut imposer l'installation de n'importe quelle application et Google peut développer une application spécialement pour toi et l'installer dans ton téléphone. Ce n'est pas complètement équivalent à une porte dérobée universelle, mais évidemment c'est assez puissante. Autre manière de saboter les utilisateurs, Microsoft, quand il découvre des erreurs de sécurité dans Windows, les montre d'abord à l'NSA avant de les corriger, pour donner aux États-Unis l'opportunité d'attaquer les ordinateurs des sceaux qui utilisent Windows. Crois-tu que l'État canadien doit utiliser Windows? Aucun État ne doit utiliser aucun programme privateur. Parce qu'on ne sait jamais si ce programme porte des fonctionnalités malveillantes. J'ai donné quelques peu d'exemples. Nous avons beaucoup plus. Regardez gnu.org/proprietary pour des longues listes d'exemples organisés avec référence à la presse pour démontrer chaque exemple. Mais ces exemples, suffisent pour démontrer que presque tous les utilisateurs du logiciel privateur sont déjà victimes des
du maliciel privateur. Parce que presque tous les utilisateurs utilisent au moins un des exemples que je viens de citer. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour gagner, pour son gain. Ils ont découvert des manières de gagner plus d'argent en maltraitant leurs utilisateurs. Et étant sans conscience, ils le font. Donc, pour chaque programme privateur, il y a deux possibilités. Ou nous savons de quelques fonctionnalités malveillantes et c'est du maliciel démontré, ou nous ne savons pas. Et c'est donc du maliciel possible. Mais on ne peut jamais vérifier l'absence de fonctionnalités malveillantes dans un programme privateur. Celui qui subit la tentation de les introduire nous bloque de les investiguer. C'est-à-dire une situation parfaite pour induire la corruption. Et le logiciel privateur est donc corrompu. Je ne dis pas que tous les programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes, je ne le sais pas. Pour la majorité des cas, je n'en sais rien et nous ne pouvons pas en savoir rien. Donc, c'est maliciel démontré ou maliciel possible. Il est impossible de faire confiance à un programme privateur pour raisons rationnelles. Le programme privateur exige la foi aveugle. C'est la seule manière possible, la seule base possible pour l'utiliser. Et souvent, il s'agit de la foi aveugle à une entreprise qui a déjà démontré sa tendance d'introduire des fonctionnalités malveillantes. Il faut serrer très fort les yeux. Pour avoir une base rationnelle de te confier d'un programme, il doit être libre, parce qu'avec le logiciel libre, les utilisateurs ont le contrôle du programme. Et nous, les contributeurs, le reconnaissons. Nous savons que nous n'exerçons aucun pouvoir sur eux, seulement quelques influences, mais pas de pouvoir. Et comme ça, nous sommes abrités de la tentation par notre manque de pouvoir. C'est une manque heureuse, parce que ça nous protège. Nous pouvons facilement rester honnêtes à l'abri de la tentation qui s'exerce aux développeurs du logiciel privateur. Et ils n'ont plus d'honte. Allô? Ah oui, enfin. Ils ont des congrès où ils font des conférences sur leur nouvelle manière de maltraiter leurs utilisateurs. Donc, pour ta liberté, tu dois t'échapper du logiciel privateur et venir à vivre avec nous dans le monde libre que nous avons construit avec le système d'exploitation GNU et le noyau Linux. J'ai commencé le développement de GNU en janvier 1984 avec le but explicite de développer un système d'exploitation complètement de logiciels libres, donc permettant l'utilisation d'un ordinateur en liberté. L'ordinateur ne fait rien sans système d'exploitation. Et tous les systèmes étaient privateurs. Il était impossible d'acheter un ordinateur nouveau et l'utiliser en liberté. Je voulais le rendre possible. Donc il fallait développer un système d'exploitation pour le faire.
j'ai écrit plusieurs composants importants moi-même. J'ai recruté des autres pour développer d'autres composants nécessaires, mais quand c'était possible, j'ai convaincu d'autres développeurs à libérer leur programme. Par exemple, BSD. BSD existait en 84. Il était une version modifiée d'Unix. Et pour avoir le code source de BSD, il fallait montrer une licence de code source d'ATT sur Unix qui coûtait 50 000 $ américains. Donc, à 85, je suis allé à Berkeley pour demander aux développeurs de BSD de séparer leur code du code d'ATT et de libérer leur code. Quelques années plus tard, ils ont commencé à le faire. Pourquoi est-ce que j'ai fait l'effort? Parce que je voulais utiliser leur programme dans GNU. Et enfin, c'est ce que nous faisions. Et quelques autres projets ont publié des programmes libres pour d'autres motivations. Ils ne voulaient pas développer un système complet et libre, mais leurs programmes ont contribué. Par exemple, le système de fenêtrage X et le formateur TER. Donc, à 90, GNU était presque complet, mais ce qui manquait était un composant important, le noyau. Nous avons commencé le développement de noyau à 90, mais j'ai choisi une conception trop avancée et élégante. Et il est devenu un projet d'investigation. Et le développement d'une version de preuve a duré 6 ans. C'est dommage. Ce noyau fonctionne plus ou moins, mais n'a pas toutes les fonctionnalités utiles de Linux. Mais Linux n'existait pas. M. Torvalds a commencé le développement de noyaux qu'il appelait Linux en 91. Mais à 91, Linux était privateur. Sa licence portait des restrictions inacceptables. Mais à 92, il a libéré le noyau Linux en publiant le même code source sous une licence libre, spécifiquement la GPL de GNU. Quand Linux était libre, il était possible de remplir la dernière vide en GNU par le noyau Linux, faisant la combinaison GNU et Linux. Plutôt le système GNU, mais aussi avec Linux comme noyau. Et voici le premier système d'exploitation moderne libre. Qui a rendu possible l'utilisation de PC en liberté. Et beaucoup utilisent le système GNU et Linux, mais ne reconnaissent pas notre travail parce qu'ils l'appellent comme Linux, c'est-à-dire attribuant notre grand travail à quelqu'un d'autre qui a commencé plusieurs années plus tard et a fait moins. Ce n'est pas juste envers nous. Quand il s'agit du système GNU et Linux, prière de ne pas l'appeler Linux tout court. C'est injustifiable. Et ça gêne notre campagne pour la liberté. C'est dommage, mais c'est le fait que M. Torvalds n'appuie pas le mouvement logiciel libre. Il a une autre opinion, et il le dit. Donc, quand les gens croient que le système soit Linux et que le système ait été développé par lui, ça a la tendance à diriger les gens
vers sa philosophie et à ne pas faire attention à la nôtre. Et comme ça, les gens n'apprennent pas à valoriser la liberté, ni à lutter pour la liberté, et ça affaiblit notre mouvement. Donc, il y a des conséquences importantes pour tous de ne pas reconnaître notre travail. Prière de reconnaître notre travail. Par exemple, quand une entreprise fait des négoces avec le système GNU et Linux, elle est bienvenue de le faire, mais de l'appeler seulement Linux n'est pas juste envers nous. Donc, prière de changer le nom de l'entreprise pour reconnaître notre travail. En principe, GNU et Linux est un système complètement libre, mais dans la pratique, pas toujours. Parce qu'il y a beaucoup de variantes de GNU et Linux, et dans chaque variante, les développeurs ajoutent d'autres programmes. Ces programmes peuvent être libres ou privateurs, mais souvent, quelques-uns sont privateurs, et donc la collection en sa totalité n'est pas libre. Un système d'exploitation est une collection de beaucoup de